ce deuxième épisode du cycle RSE et QSE, je t'aime moi non plus, donc être sur le thème, peut-on vraiment faire de la RSE sans labellisation? Voilà. Alors, pour débuter, je voulais vous partager d'abord un peu les caractéristiques d'un label RSE aujourd'hui, donc le fondement de tous les labels qu'on retrouve sur le marché, parce qu'il y a un vrai marché des labels RSE. Tous les labels, quasiment la totalité des labels reposent sur l'ISO 26000. Donc l'ISO 26000 a été créé, qui est une norme qui présente vraiment le fonctionnement de la RSE, et tous les labels ont été créés et reposent donc sur cette norme-là. Ensuite, chaque label, on verra des exemples, là je vous en ai pris 3, a créé sa propre structure par rapport à l'ISO 26000. Il y en a très peu qui sont repartis de l'ISO 26000 dans sa totalité, mais chaque label a défini un peu ses domaines. La terminologie est différente, mais a défini un peu sa structure par rapport à cette norme. Donc, par exemple, EcoVadis a choisi de dire tous les critères, on va les mettre dans 4 domaines, à savoir environnement, social et droits de l'homme, éthique et achat responsable. C'est-à-dire que tous les critères d'évaluation sont positionnés dans ces 4 domaines. Bicorp, eux, ils ont choisi 5 domaines, à savoir la gouvernance, les clients, le collaborateur, l'environnement et collectivité. Et j'ai pris un troisième exemple, engagé RSE de l'AFNOR. Eux, c'est 6 domaines, avec un domaine autour de la stratégie RSE, ensuite tout ce qui est déploiement de la démarche RSE, tout ce qui est relations, ressources humaines, relations et conditions de travail, et enfin mode de production et de consommation, ancrage territorial RSE. Voilà. Donc ça veut dire que il y a un point important, que c'est tous ces labels, même si ils reposent tous sur l'ISO 26000, ont choisi tous leur propre structure et leurs propres critères d'évaluation en fonction du positionnement qu'ils souhaitent donner. Voilà. Par exemple, on voit que sur EcoVadis, il y a un thème spécifique aux achats responsables. C'est un des rares labels à avoir un thème spécifique aux achats responsables, parce qu'eux, ils sont vraiment dans une logique de chaîne de valeur, de pouvoir démultiplier la démarche. Donc, ils en ont fait un thème à part entière, parce que ce label s'inscrit vraiment dans cette logique un peu de déploiement. Donc ça, déjà, un peu en introduction, on s'aperçoit que tous les labels, même s'ils ont une approche commune, une finalité commune, on s'aperçoit qu'ils ont déjà un peu, en fonction de leur structure, en fonction de leur positionnement, ils ont quand même un peu leur spécificité. Et ça veut dire que si on est amené à choisir un label, il y a un peu un choix stratégique, j'allais dire, du label en fonction du positionnement que je souhaite. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini la structure, tous ces chapitres-là, ensuite, chaque organisme de labellisation va mettre ses propres critères d'évaluation. Et dans ces critères, on peut mettre des politiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver un certain nombre d'exigences en matière de politique qui peuvent prendre la forme de code éthique, de charte, on trouve différentes choses, mais il y a un certain nombre de labels qui vont vous demander des éléments, en tous les cas, qui sont en lien avec ces politiques, avec un grand P, j'allais dire. On va évaluer dans ces labels aussi des pratiques très opérationnelles, des activités, des actions, et on va aussi mesurer un certain nombre de résultats qui font partie du label. C'est-à-dire que là, on va vous demander vraiment des données quantifiées, de la mesure qui prouve que vous avez fait un certain nombre de choses. C'est par exemple le cas dans Bicorp, où il y a un certain nombre d'éléments, de cotations qui sont vraiment liés, en lien avec des résultats dits, des indicateurs dits extra-financiers, pardon. Voilà. Et les données de sortie, ce qui va sortir d'un label, c'est souvent un niveau de maturité, c'est un score. Ça veut dire que déjà là, il y a une différence qu'on va voir un petit peu plus loin, mais une différence importante avec une approche de certification. Je vais enchaîner d'ailleurs. C'est que dans une approche de certification, on est plutôt dans une logique binaire, on est certifié ou pas. Avec un label, on ne peut jamais répondre à l'ensemble des critères d'un label. Donc, on sera plutôt dans un niveau de maturité. C'est-à-dire que si à 1000 points, c'est quasiment impossible d'avoir 1000 sur 1000, on aura 700 sur 1000, et ce qui va nous donner un niveau de maturité. Donc ça, c'est une différence importante avec une démarche de type certification qui est beaucoup plus binaire. Pour être auditeur, pour être précis, auditeur tierce partie, et ayant contribué à attribuer un certain nombre de certificats, moi, quand j'étais sur le terrain, je me disais,
Cette organisation mérite une certification ISO 9001, par exemple, je dirais 5 étoiles, parce que ce que j'ai vu, c'est vraiment exemplaire, c'est top, ils ont bien compris le sens de la norme. Puis il y a d'autres sociétés ou organisations qui mériteraient, entre guillemets, une certification 1 étoile, c'est-à-dire qu'ils ont fait que répondre aux exigences de la norme. Mais ceci étant dit, les deux organismes sont certifiés parce qu'ils répondent à des exigences. Dans une labellisation, c'est un petit peu différent. La donnée de sortie, ça ne sera pas je suis certifié ou pas, un niveau binaire, mais ça sera un niveau de maturité. Voilà. Du coup, une fois que j'ai dit ça, bon, on se retrouve bien avec des notions de référentiel dans les deux cas, donc on se compare à quelque chose. Dans la certification, on évalue de la conformité, alors que dans une labellisation, on sera plutôt sur de la maturité des pratiques. Sur les méthodes d'évaluation, donc pour de la certification, on est plutôt sur une logique d'audit, d'accord? Alors que là, sur la labellisation, on va le voir en fonction des labels, ça peut être différent. On sera sur de l'évaluation, mais on peut être également sur des preuves documentaires, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de labels qui existent où il n'y aura jamais personne qui va venir dans votre organisation vérifier que ce que vous dites est bien crédible ou est bien la vérité. Donc, on part sur plutôt sur un certain nombre d'éléments qui sont déposés, voilà, mais qui ne sont pas systématiquement en lien avec des audits qui ont été réalisés sur le terrain. Du coup, dans la certification, on est plutôt sur une approche factuelle. Dans la labellisation, on peut être sur une approche factuelle, mais on est aussi on peut en tous les cas, en fonction, être sur du déclaratif. Un point qui me paraît important aussi, c'est sur le périmètre de l'évaluation où dans de la certification, on est sur de l'interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir faire des interviews, on va venir faire des investigations auprès des collaborateurs qui sont dans l'organisation, alors que sur de la labellisation, dans une logique RSE, on peut ouvrir un peu, j'allais dire, les chakras et d'aller voir certaines parties prenantes. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre de l'organisme de labellisation. Mais un certain nombre d'organismes se disent, bah, moi, comme on est dans de la RSE, j'ai envie d'encontrer ou d'interviewer des parties prenantes. Donc, on va prendre des collaborateurs, on va prendre des membres du CSE, mais j'ai envie aussi d'interroger des fournisseurs, de prendre, voilà, d'être en contact direct avec des fournisseurs ou avec des clients. Donc, ça veut dire que le spectre d'évaluation est beaucoup plus important dans une logique de label, ou peut-être, pour être précis, plus important dans une logique de label qu'elle ne l'est dans une logique de type certification ISO où on reste purement sur de l'interne. Voilà. Donc là, RSE, qui dit RSE, dit partie prenante, dit dialogue avec les parties prenantes, dit évaluation de la satisfaction des parties prenantes, et l'organisme labellisateur peut demander à aller rencontrer ces parties prenantes. Sur le résultat, j'en ai parlé, très binaire, on est ou on n'est pas certifié sur de l'ISO. Sur de la labellisation, on a un niveau de maturité et c'est là qu'on peut voir fleurir un certain nombre de médailles ou de scoring qu'on commence à voir qui commence à apparaître en termes de communication externe où on se déclare médaille d'or, platinium ou à différents niveaux. Voilà, donc là on est plutôt sur une logique de maturité. La certification, donc c'est renouvelable tous les 3 ans avec un audit annuel. Sur la labellisation, les règles, c'est pareil, ne sont pas forcément homogènes. Ça peut aller de 12 à 36 mois, c'est-à-dire qu'il y a certains organismes où vous n'avez pas ces vérifications forcément annuelles, où ils estiment que dans de la RSE, c'est des programmes plus longs. Et du coup, il n'y a pas cette notion de renouvellement tous les années. Voilà. Donc ça va dépendre aussi des labels, puisqu'ils n'ont pas tous leurs propres règles. C'est chaque organisme de labellisation qui définit ses propres règles. Alors, on va avoir 3 catégories de labels. Moi, j'aime bien dire qu'il y a 3 catégories de labels. Il y a les labels RSE généralistes. Ce sont les plus connus, c'est-à-dire que ce sont ceux qui reposent sur l'ISO 26000 et qui couvrent un ensemble ou tous les domaines entre guillemets de l'ISO 26000. C'est-à-dire que là, on va intégrer dans ces labels vraiment une approche globale de la RSE. Donc, on va retrouver, j'en ai pris que quelques-uns, EcoVadis, Bicorp, Lucie, Engagé RSE par la FNOR, il y a PME+, aussi. Voilà. Il faut savoir que de nombreux organismes certificateurs, j'aurais pu citer BVC, LRQA, etc., ont également leur propre label basé sur l'ISO 26000 pour évaluer justement la maturité
RSE. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques repères de date de création, les méthodes d'évaluation. Ben, c'est là qu'on va voir des différences entre certains organismes. Voilà, si je suis EcoVadis, ça sera déclaratif avec quand même quelqu'un qui va vérifier les résultats, mais il n'y aura pas de déplacement sur le site. Alors que si je vais sur des organismes comme Lucie ou Engagé RSE, là, il y aura des visites, hein, on aura des évaluations. On parle plus d'évaluation que d'audit par ces organismes-là. Voilà. Donc l'approche est différente. Donc on peut aller sur des approches déclaratives ou sur des visites sur site. Voilà. Je vous ai mis le nombre d'organismes labellisés tels qu'ils sont déclarés. Hein, ça, cette info, je l'ai puisée sur les sites internet telles qu'elles sont déclarées par les organismes labellisateurs. Donc on voit qu'EcoVadis atteint un nombre assez impressionnant. Il faut dire que le modèle économique de EcoVadis est quand même assez bien pensé, puisqu'on est dans une logique de cascade et on est dans une logique de grands donneurs d'ordre qui recherchent un moyen pour prouver que leurs propres fournisseurs, ou dans la chaîne en tous les cas de leur approvisionnement, les fournisseurs ont bien engagé des démarches RSE, et EcoVadis est vraiment positionné sur ce segment-là avec une démarche qui est intéressante et qui permet d'atteindre ce score de 107 000 qui est quand même assez impressionnant. C'est pour ça que si vous êtes sur LinkedIn, on voit beaucoup de les médailles que j'évoquais de niveau de maturité d'EcoVadis qui arrivent là. Voilà, donc on est vraiment sur un système en cascade de chaînes, dans la chaîne fournisseur, comme on l'a connu, ou comme, en tous les cas, moi je l'ai connu avec l'ISO 9001, où au départ, c'est les grands donneurs d'ordre qui demandaient à leurs fournisseurs d'être certifiés ISO 9001. Ben là, on retrouve un peu ce schéma-là avec EcoVadis, qui est un peu dans cette logique-là, là-dessus. Voilà. La petite particularité d'EcoVadis, c'est qu'ils n'ont pas un questionnaire, je crois que c'est un des seuls, mais ils ont un questionnaire par type d'entreprise, et c'est-à-dire qu'ils personnalisent leur façon d'appréhender et les critères qui sont à l'intérieur du questionnaire. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise de service, vous n'aurez pas du tout les mêmes critères d'évaluation que si vous êtes une société industrielle ou une société dans d'autres domaines. Donc ça, c'est intéressant comme démarche. Un deuxième label qui est en train aussi de bien se développer, c'est Bicorp, qui est en pleine effervescence, j'allais dire. Où là aussi, on est sur du déclaratif, mais donc il y a des, des plateformes qui sont prévues, revue documentaire, échange téléphonique et sur site pour les grandes entreprises. Donc là aussi, c'est un label qui est en plein développement. Voilà. Lucie, Engagé RSE, AFNOR, là on est plutôt sur des audits sur site là-dessus. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire tout ça en résumé, que on est sur un marché de la labellisation RSE et que chaque organisme a ses avantages et ses inconvénients et qu'il est important de choisir en tous les cas le bon label. Donc ça, ces labels RSE généralistes sont applicables quel que soit mon secteur d'activité, quel que soit mon sujet, et couvrent une grosse partie de l'ISO 26000. Autre label, c'est les labels, ce que j'ai appelé RSE thématique. Donc là, ça peut être intéressant, c'est de dire ce label, ça ne va pas couvrir l'ensemble d'une démarche RSE, mais ça va être ciblé sur des points précis de la RSE. Par exemple, vous avez un label qui est intéressant, qui s'appelle le label numérique responsable. Et si vous avez par exemple une problématique au sein de votre organisation sur le fait de pouvoir prouver que vous êtes engagé et que vous êtes responsable sur votre approche du numérique, vous avez un label spécifique qui traite que de ce thème-là. Voilà. Donc, vous avez aussi un label sur les relations fournisseurs et achats responsables. Si vous voulez dire, nous sommes engagés sur ce thème et on veut le prouver. Donc, il y a un label qui est très ciblé là-dessus. Vous avez des labels comme Good Place to Work, Envol Lucile, sur label diversité de l'AFNOR, label égalité, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi une autre question qu'on peut se poser, c'est de se dire, peut-être que j'ai besoin d'avoir un label spécifique en fonction de ma problématique du moment ou du sujet sur lequel j'ai vraiment envie de travailler. Voilà. Donc tous ces labels sont un petit peu plus discrets, j'allais dire, ou confidentiels en termes de nombre, puisque vous voyez que le nombre d'organismes labellisés sur les chiffres qu'on a pu trouver est beaucoup plus restreint que les autres labels. Et la troisième catégorie, ce sont les labels RSE sectoriels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces labels n'existent que dans votre secteur d'activité.
Donc, je vais prendre celui qui est au milieu, agence active. Si vous êtes une agence de com, au lieu de partir sur des labels généralistes, je vais prendre un label qui va parler de la com autour de ça. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on parle labellisation, de manière assez macro, vous avez 3 types de labels. Soit vous partez sur un label qui va couvrir tout l'ISO 26000, c'est ce que j'ai appelé généraliste. Soit vous dites, j'ai une problématique particulière, je parle sur un label thématique, ou alors j'ai peut-être un label qui est dans mon secteur, c'est-à-dire qui sera connu que dans mon secteur, mais ça peut être intéressant là-dessus. Si je fais l'analogie avec toutes les démarches de certification, là on est plutôt sur ça serait l'équivalent des normes NF Service. Vous savez, les normes NF Service qui ont été créées pour des secteurs d'activité, ces labels-là existent aussi pour des secteurs d'activité. Donc voilà à peu près les 3 catégories de labels. Ensuite, les avantages d'une labellisation. Là, ça, c'est clair, ça donne un cadre. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je lance une démarche RSE et je pars de ma feuille blanche, là, j'ai un cadre. Et ce schéma-là est d'autant plus important que la fonction, en tous les cas qualité ou QSE, a appris à travailler à partir d'un cadre. Quand on a une norme sous les yeux, on ne parle pas d'une feuille blanche en disant qu'est-ce que j'ai pour pouvoir bien faire en termes d'amélioration continue. On part du cadre de la norme pour mettre en place ce système. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, ça donne des critères d'évaluation. Troisième avantage, ça donne un niveau de maturité, c'est-à-dire qu'on est bien dans la logique d'amélioration continue. Ça permet aussi de pouvoir se comparer à d'autres structures, notamment EcoVadis, ça le permet. Et ça donne des rendez-vous périodiques, puisque c'est un peu comme la certification. On a vu des points de rencontre dont la fréquence est fonction de l'organisme. Alors, il y a des avantages, mais il y a aussi des risques. Pour moi, le premier risque et le plus important, c'est certainement lorsqu'on est dans une labellisation, c'est de ne pas traiter les vrais sujets RSE d'une organisation. C'est-à-dire qu'on a tellement le focus vis-à-vis de notre label qu'on risque de passer à côté de vrais sujets. C'est-à-dire de ne pas avoir une RSE qui vient des tripes de l'organisation, mais qui est là en train de se comparer, ils veulent ci, on veut ça. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de faire une démarche introspective, c'est de se regarder quels sont nos vrais sujets. Et il est possible que le vrai sujet que vous devez traiter ne soit pas pris en compte dans le label. Voilà, c'est qu'il y a une vraie priorité. Et quand on travaille que par rapport à des labels, on ne travaille pas sur de la culture, on travaille que sur de la comparaison, sur du benchmark, il me demande ça, je fais ci, etc. On n'est pas en train de changer les choses. Voilà. Donc le vrai risque pour moi, c'est parler de greenwashing. Alors le green est trop orienté, donc j'appelle ça du RSE washing. C'est-à-dire que le vrai risque, c'est d'être focalisé sur un niveau de maturité et des médailles et d'oublier vraiment de tout ce qui est pour moi le plus important, c'est de créer une vraie culture RSE au sein de l'organisation. Voilà. C'est un peu, voilà, c'est comme à l'école, on aime bien ça, on est noté, donc je veux avoir une bonne note et je vais travailler que sur mon label, alors que j'ai peut-être des vrais sujets à travailler là-dessus. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que si on veut vraiment faire de la vraie RSE, il faut vraiment à un moment donné qu'il y ait un choc culturel. On ne peut pas faire de la RSE comme si on garde le même état d'esprit que l'on avait autrefois. Voilà. Donc cette vraie RSE, c'est vraiment une nouvelle façon de penser. Il faut vraiment, à mon avis, pour que ça marche, et avec ces labels, c'est vraiment parler vrai. C'est vraiment d'aligner des paroles sur les actes. C'est-à-dire que vraiment, cette RSE, c'est vraiment switcher un peu sur sa façon de penser. On ne peut pas faire de la RSE en gardant que les mêmes principes, etc. Et de se dire, voilà, j'ai fait ma charte déontologique, je donne ma charte, j'ai travaillé un peu sur mes achats, etc. Prenons les exemples des achats. Sur les achats responsables, vous avez encore, et à ma plus grande tristesse, encore des gens dans des entreprises qui considèrent les fournisseurs, ils ont du mal à considérer que les fournisseurs comme des partenaires, c'est-à-dire qu'ils s'amusent à faire traîner les délais de paiement, etc. C'est-à-dire qu'ils sont old school. Ils sont vraiment sur l'ancienne façon de penser. Et le risque, c'est de se dire, je peux très bien travailler sur un label et passer à travers de vrais sujets comme celui-ci. Nous, on a encore des clients, mais on s'aperçoit que dans les parties comptables, mais c'est encore une autre génération. Aujourd'hui, c'est faire traîner les factures pour faire traîner les factures, pas respecter les autres. Donc tout ça, à un moment donné, si on fait de la RSE avec la labellisation, on risque de faire de la RSE washing. À un moment donné, il faudra faire un choc culturel et de se dire, on est en train de changer de monde. Donc il faut changer de cette façon de penser. Et pour moi, c'est ça le vrai danger d'une démarche de labellisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur la labellisation, mais je dis que la labellisation doit être accompagnée d'un choc culturel.
pour agir sur les vrais sujets, pour dialoguer avec toutes les parties prenantes et également, je pense aussi pour être moderne dans son management. Être moderne, je l'ai vécu, c'est pas mettre un baby-foot dans une salle de pause. Si derrière, on est resté archaïque dans sa façon de faire. Le parler vrai, c'est ça, c'est pas de mettre une vitrine, des gadgets comme ça pour satisfaire les gens. Ça y est, je me réveille, ça y est, je commence c'est pas faire une vitrine, un gadget comme ça, c'est vraiment porter les choses. Et c'est les sociétés dans lesquelles les RSE fonctionnent, c'est vraiment les sociétés dans lesquelles le patron porte ses engagements, où ça vient des triples la RSE. C'est pas simplement faire ça pour avoir des points et de me dire je suis platinium plutôt que médaille d'argent. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, pourquoi ce principe m'interpelle? Parce que j'ai connu exactement la même chose dans le domaine de la qualité. Moi, j'ai connu la qualité où on a commencé, c'était les cercles de qualité. Les cercles de qualité, c'était la qualité totale, c'est de dire on y va tous, on change notre façon de penser, on arrête de croire qu'une entreprise, ça fonctionne de haut en bas, mais ça fonctionne de bas en haut. Tout le monde peut contribuer à l'amélioration et c'était ça la qualité totale. C'était une vraie façon de penser. Et à un moment donné, on a arrêté ça parce qu'on a trouvé la certification. Et la certification, on s'est dit, ben, on s'en fout de la façon de penser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de répondre à des exigences. Alors, je ne critique pas quand je dis ça, la certification. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut penser culture. Même aujourd'hui, vous avez des sociétés dans lesquelles la certification, comme je le disais en introduction, ça ne vaut pas grand-chose, sincèrement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la culture. Il n'y a pas cette culture qualité. Une boîte qui a la culture qualité, qui a la culture du client, mais faire de la certification, c'est du pur bonheur. Eh bien, le danger, pour moi, ou un des risques en tous les cas, dans la labellisation, c'est de se dire on ne fait pas de la culture RSE, on fait notre truc pour avoir nos médailles et on ne se pose pas des vraies questions, on ne s'attaque pas aux vrais sujets. Donc, ce qui s'est passé au niveau de la qualité, le risque, on n'est qu'aujourd'hui en termes de risque, et ça va dépendre des organisations, mais c'est de faire de la RSE intelligente. Voilà. Donc, moi, je suis toujours sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que je peux vous perturber, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire de labellisation. Hein, je ne vous dis pas ça. Je vous dis simplement qu'il faut faire de la labellisation RSE si vous le souhaitez, parce que ça donne un code. On a vu qu'il y avait plein d'avantages, mais de la faire de manière intelligente. Donc intelligente, ça veut dire de lui donner une âme, de lui dire quels sont nos vrais sujets, d'impliquer tout le monde, de changer un peu des façons de penser, de faire un travail un peu d'accompagnement, de conduite du changement individuel et collectif, mais de faire de la vraie RSE qui vienne des tripes et non pas de la RSE qui vienne d'un label. C'est ça qui me paraît important. Alors, tout ça, voilà, qui résume un petit peu cette approche, c'est de te dire cette culture d'entreprise qui est la partie cachée finalement. Il ne faut pas qu'on travaille que sur la partie visible parce qu'on va encore se tromper de combat. La partie visible, c'est la labellisation. Il faut travailler sur cette culture d'entreprise. Voilà. Et pour tout vous avouer, j'ai commencé à voir des dossiers, de rencontrer des personnes avec des labels, des niveaux de maturité, des médailles et un certain nombre d'éléments où pour moi, quand vous êtes dans la boîte, ça ne transpire pas. J'avais fait un post sur LinkedIn sur une boîte où j'ai eu l'occasion d'y aller. Je me suis retrouvé dans la salle d'accueil et je me suis dit, il se passe quelque chose de différent. Je n'avais pas vu qu'ils étaient dans une démarche RSE, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai perçu tout de suite que là-dedans, c'était de la vraie RSE. Parce que je suis arrivé sur un parking où il y avait des stations de chargement pour les voitures électriques, mais pas que pour la direction, pour tout le monde. Et même un fournisseur pouvait venir charger sa voiture électrique. Parce que ça faisait 2 minutes que j'étais à l'accueil et il y avait personne qui était à l'accueil. On m'avait demandé 3 fois, vous êtes ici pour quel sujet? Est-ce que je peux vous aider, etc. Et dont une des personnes qui m'avait demandé ça était le patron de la boîte, etc., etc. Donc je veux dire, la RSE, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à la ressentir, à la vivre, et la labellisation, une fois que vous avez fait ce travail de culture, de faire de la RSE, après c'est très simple. Donc la vraie question, c'est de se dire, est-ce que je dois commencer une démarche RSE par un label, ou est-ce que je dois plutôt commencer par ma propre démarche en disant quels sont mes sujets importants pour moi? Est-ce que c'est plutôt dans l'environnement? Est-ce que c'est plutôt sur le côté social, sociétal, de gouvernance? Quels sont mes vrais sujets? Travailler sur mes vraies problématiques. Puis une fois que j'ai fait ce travail de fond, après, c'est peut-être de se dire, on peut peut-être aller sur un label. En tous les cas, il ne faut pas oublier cette façon de penser. Voilà, c'était un peu
des propos un petit peu engagés, j'allais dire, mais qui me semblent importants. C'est-à-dire que tout ça, ça va dans l'idée de ne pas se tromper de combat et que avoir des points, c'est super. Hein. Félicitations à tous ceux qui ont des points, mais c'est la vraie finalité de tout ça. S'il y a des points et que les gens sentent à l'intérieur que ces points sont vraiment révélateurs de ce qui se passe, ok. Mais si on a des points parce qu'on a déposé un beau document sur une plateforme et qui nous permet d'avoir des super points parce que c'est super bien présenté et beau, puis que derrière, il n'y a pas cette culture ou cette façon de penser, c'est là que ça peut devenir dangereux. Voilà. Merci à vous. Bonne journée à tous.